On va commencer. Bienvenue à tout le monde au deuxième webinaire organisé par Zoom dans le cadre de la crise du COVID-19. Aujourd'hui, on touche à tout ce qui est communication. Dans les dernières semaines, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont dû être mis à pied temporairement. Puis la communication avec les employés, les stakeholders, de point de vue financier, etc., c'est super important. Donc, on a invité Serge Leclerc, qui est le vice-président de communication corporative et affaires publiques chez Edelman, Bonjour. partager avec nous quelques tips and tricks, puis son apprentissage de cette crise-là, puis avec toutes les recherches qu'ils ont fait. Et avec nous aussi, qui facilitera cette conversation, il y aura Francis Gosselin, l'associé chez Groupe Sage Consulting. Bonjour. Donc, comme hier, pour ceux qui n'ont pas participé hier, si vous avez des questions à poser, il suffit juste de les soumettre dans la section questions Q&A, puis on les prendra une fois que Serge aura fini sa présentation. On vous appellera, on vous donnera la parole quand c'est le temps de poser votre question en live, donc vous aurez l'opportunité de participer dans la conversation aussi. Donc, sans beaucoup trop de retard, moi, je vais me retirer de la conversation et je vais laisser la parole à Serge et Francis. Je m'en remets à toi, Serge, pour la présentation. Donc, la présentation va durer 15-20 minutes, puis ensuite, on va rester ensemble pour une 30 à 40 minutes avec des questions. Donc, n'hésitez pas à les poser dans le chat directement. Sinon, on va aussi octroyer des droits de parole via Nour le moment venu. Donc, Serge, la parole est à toi. Oui, alors, je vais partager mon écran tout de suite avec ma présentation. Donc, bonjour tout le monde. Vous voyez la présentation. Francis, tout va bien de ce côté-là? Yes, on va très, très bien. Merci. Excellent. Alors, bonjour tout le monde. Donc, je suis ravi d'être là aujourd'hui pour vous parler un peu de communication dans le contexte de la crise qu'on vit présentement. Bon, évidemment, il y a beaucoup à dire là-dessus, mais j'aimerais partir la conversation autour de, essentiellement, les résultats de deux études qu'on a fait chez Edelman, dont je vais vous parler. La première est très récente et porte spécifiquement sur la confiance, comment maintenir la confiance dans le contexte de la COVID-19. Et la deuxième, qui est un petit peu plus ancienne, qui date de décembre 2019, mais qui portait sur les investisseurs institutionnels et qui permet de voir un peu qu'est-ce qui se passe dans la tête des investisseurs en différentes circonstances quand vient le temps de faire confiance à une entreprise, soit pour y investir ou pour maintenir ses billes, comme on dit, dans l'organisation. Et je vais terminer donc avec quelques réflexions sur, dans le fond, les communications, qu'est-ce qu'on a à avoir en tête pour assurer ou maintenir la confiance de nos parties prenantes et particulièrement du côté de nos publics investisseurs. Puisque je me suis fait dire qu'il y avait beaucoup d'intérêt de ce côté-là auprès de votre communauté. Donc, je termine un peu là-dessus. Puis, bien évidemment, toute autre question qu'on pourra aborder pendant la période de questions, ça me fera plaisir de répondre. Juste vous dire en introduction là, qu'on est dans une période, particulièrement dans mon groupe, très, très occupée. Bon, il y a des secteurs chez Edelman où c'est très lent, pour pas dire complètement arrêté quand on parle du côté marketing ou du côté brand, mais du côté affaires publiques, du côté communication d'entreprise, nous, on est très, très occupés parce qu'on fait de la gestion d'enjeux, on fait de la gestion de crise traditionnellement. Vous comprendrez que dans le contexte de la COVID-19, c'est pas de la tarte ces temps-ci, on a des journées très éprouvantes. Donc, je vais commencer tout de suite la présentation. Voilà. Donc, peut-être quelques petites observations sur Edelman. Donc, Edelman, c'est qui, c'est quoi? C'est une organisation mondiale qui a 6 000 employés répartis dans 56 bureaux à travers le monde. Et je vous dirais donc, c'est la firme de communication indépendante la plus importante au monde. C'est une entreprise familiale qui est donc présidée par Richard Edelman,
Et comme entreprise familiale, ça nous donne la possibilité ça nous donne une marge de manœuvre, une certaine liberté qui nous a permis, entre autres, de développer des outils propriétaires de recherche qu'on met à la disposition de nos clients, puis même de la communauté des communicateurs à travers le monde. Bon, l'étude référence, c'est ce qu'on appelle le baromètre de confiance, le Trust Barometer, qui existe depuis 20 ans. Et au Québec, on a des résultats spécifiques pour le Québec depuis 5 ans. Et donc, partant de ce baromètre de confiance qui étudie donc la confiance des différentes parties prenantes des organisations à l'égard de 4 entités clés dans la société, c'est-à-dire les entreprises, le gouvernement, les organisations non gouvernementales et les médias. Donc, est-ce que les gens ont confiance et de quelle façon? Donc, toute cette connaissance sur la confiance nous permet de conseiller nos clients sur comment établir cette confiance, comment la bâtir, comment la préserver quand arrivent des circonstances comme celles qu'on connaît aujourd'hui. Donc, pour terminer là, sur Edelman, on est une entreprise au départ de relations publiques, mais maintenant, on est dans tous les domaines de la communication. Alors, moi, un petit mot sur moi, juste avant de changer de slide. Donc, je suis vice-président communication corporative et affaires publiques chez Edelman Montréal. On est une petite équipe d'une 40aine de personnes ici pour servir le marché du Québec. Et, quoi dire d'autre que ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire on s'occupe de gestion d'enjeux, de gestion de crise, d'affaires publiques et ainsi de suite. Alors, je commence avec la première étude dont je vous parlais, donc le rapport qu'on a publié il y a 2 semaines. Donc, on a sondé la population dans 10 pays à travers le monde. Le Canada en fait partie. Et donc, je donne quelques éléments là, de mise en contexte sur cette étude. Ce qui est important, c'est de constater ou de se rappeler que ça a été fait du 6 au 10 mars. Donc, du 6 au 10 mars, à l'époque, si vous vous rappelez, ça nous semble très loin, mais à l'époque, nous, on était peu touchés, on n'était pas encore en situation, en mode urgence au Québec ou au Canada. Mais à cette époque-là, c'était déjà parti en Chine, en Corée du Sud, au Japon et dans une moindre mesure, mais quand même en Italie, en Espagne et en France. Donc, ce coup de sonde-là, il faut quand même le regarder avec un certain recul, mais il donne déjà des indications intéressantes sur comment aborder la crise présentement quand on est une organisation plus ou moins avancée dans son développement. Donc, concrètement, là, les pays qui ont été sondés en Europe, l'Allemagne, la France, l'Italie, le Royaume-Uni. Les Amériques, ça a été le Canada, les États-Unis, le Brésil. Et finalement, on a aussi sondé l'Afrique du Sud. Alors, cette étude-là comporte beaucoup de résultats dont j'aurais pu vous parler qui concernent le gouvernement ou les médias ou autres. Mais je vais me concentrer aujourd'hui sur les résultats qui concernent les entreprises, les employeurs. C'est probablement ce qui vous préoccupe le plus. On va voir si j'ai tout dit ce que j'avais à dire avant de les présenter. Voilà. Alors, la première chose que je veux vous dire, c'est qu'il y a des attentes élevées à l'égard des employeurs ou à l'égard des entreprises quand on demande aux gens, quand on parle de confiance aux gens qui sont sondés. Alors, les 4 premières slides que je vous présente, 4 résultats qui portent plus spécifiquement sur quelles sont les actions qu'on attend de la part des entreprises. Donc, pas tellement ce qu'on attend qu'ils nous racontent, mais plutôt qu'est-ce qu'on attend qu'ils fassent concrètement, les employeurs et les entreprises. Alors, la majorité des répondants disent, dans le fond, là, ou font confiance aux employeurs ou à leurs employeurs pour répondre à la crise présente, la crise du coronavirus. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que
dans le fond, des 4 grands groupes dont je vous parlais tout à l'heure, quand on pose la question aux gens en qui vous avez le plus confiance pour faire face à la crise, dans le fond, les résultats sont meilleurs du côté des entreprises par rapport aux résultats qui sont obtenus du côté des gouvernements. Bon, actuellement, au Québec, tout le monde s'entend pour dire que le gouvernement du Québec gère très bien la crise. Alors, possiblement que ce résultat-là serait différent ici au Québec si on avait des résultats spécifiques pour le Québec. Mais donc, de façon générale, sur l'ensemble des 10 pays sondés, quand même, la majorité des gens font confiance surtout à leur employeur pour répondre efficacement et de façon responsable à l'émergence de la crise. Deuxième résultat important aussi, c'est que la grande majorité s'attend à ce que les entreprises protègent les employés du virus sur les lieux de travail et prennent les moyens pour éviter sa dispersion, soit dans l'entreprise ou dans la communauté. Donc, il y a vraiment une attente importante à l'égard des employeurs à cet égard. Troisième attente importante, c'est que la grande majorité s'attend à ce que les employeurs adaptent aussi leurs opérations. Alors, est-ce que ça veut dire mettre en place le télétravail, mettre en place des plans de contingence ou de mitigation, et ainsi de suite. Donc, faire en sorte que du point de vue des opérations, on mette en place tout ce qu'il faut pour éviter la dispersion du virus. Et finalement, puis là, ici, on est dans des résultats canadiens. Donc, ce n'est pas l'ensemble des pays, mais c'est vraiment les résultats canadiens. Et donc, le dernier, c'est la même chose du côté des politiques de ressources humaines. Donc, encourager les employés qui ont des symptômes à rester à la maison, s'assurer qu'ils ne reviennent pas au travail prématurément, etc. Alors voilà. Et ça, dans le contexte actuel, depuis que le gouvernement a publié, ici, si je me permets un aparté, depuis que le gouvernement ici a publié la liste des entreprises qui font partie des services essentiels, c'est sûr que là, les entreprises qui continuent à fonctionner, là, il commence à y avoir toutes sortes de situations qui émergent où les employés posent des questions, s'inquiètent de plus en plus sur est-ce qu'on a tout fait ce qui est en notre possible dans l'organisation pour s'assurer que le virus ne se répand pas, puis qu'on ne devient pas un vecteur de dispersion du virus. Donc, il y a beaucoup d'entreprises actuellement qui continuent de fonctionner et qui doivent s'assurer qu'ils ont vraiment tout mis en place pour que, et preuve à l'appui, qu'ils respectent intégralement tout ce qui doit être fait pour préserver, dans le fond, la sécurité et la santé de leurs employés. Donc, ça, c'est pour la question des actions. Maintenant, du côté des communications, quelles sont les attentes des répondants de l'étude à l'égard des employeurs quant à la façon de communiquer dans le contexte de la crise? Alors, la première slide que je vais vous montrer, donc, indique clairement que la majorité veut qu'il y ait des mises à jour quotidiennes de la part de l'employeur. Et ça, on le voit beaucoup là, chez nos clients. Là. Il y en a beaucoup qui le font et qui le font systématiquement, qui le font bien, puis il y en a même qui le font plus qu'une fois par jour. Ici, si vous regardez le petit graphique, on voit que le Canada est dernier dans la liste des 10 pays qui ont été sondés. Et vous voyez à l'autre bout du spectre la Corée du Sud, l'Italie. Donc, on est, je vous rappelle, à ce moment-là, du 6 au 10 mars. Alors, probablement que si on faisait ce coup de sonde-là aujourd'hui, le Canada serait dans une position très différente parce que depuis ce temps-là, évidemment, la crise est rendue ici depuis plusieurs jours. Deuxième slide. Donc, la majorité veut d'abord des informations sur la santé et la sécurité des employés avant les informations plus opérationnelles. Donc, la préoccupation première des gens, c'est de comprendre qu'est-ce que l'entreprise fait pour préserver la santé et la sécurité. Puis, une fois que ce besoin fondamental d'information est respecté ou est comblé, là, ils sont prêts à écouter qu'est-ce qu'il faut faire pour s'organiser puis adapter le travail
sur les lieux de travail. Donc, c'est très important de répondre aux besoins fondamentaux d'information si on veut que les gens écoutent, dans le fond, comment on réorganise le travail. Autre point, c'est que les employeurs sont... excusez-moi, j'ai perdu le fil. Donc, ouais, la suivante montre que la majorité s'attend à ce que l'employeur soit une courroie de transmission fiable. Et ça aussi, je vous dirais, dans le contexte actuel, étant donné ici au Québec que le gouvernement a des messages très clairs, comment dire, très simples, très courts, très brefs, mais très clairs. Ce serait vraiment mal avisé pour les organisations qui veulent informer leurs employés de s'improviser à produire du contenu pour informer leurs employés de considérations qui sont déjà répondues par les autorités gouvernementales, particulièrement sur la question de le virus, c'est quoi, comment il se transmet, etc. Toutes ces informations-là sont déjà répertoriées très clairement et de façon très vulgarisée sur québec.ca. Ce serait vraiment pas avisé de s'improviser dans des choses qui seraient, dans le fond, un peu confondantes parce qu'actuellement, ce qui est clé pour les entreprises qui veulent continuer à fonctionner dans le contexte de la crise particulièrement, c'est de démontrer aux employés qu'il n'y a pas de confusion, il n'y a pas de double ou triple ou quadruple interprétation à faire à une directive ou à une façon de voir les choses en termes de santé et sécurité. Et comme ça, bien, tout le monde peut continuer à fonctionner en maintenant le niveau de confiance requis pour fonctionner. Et la dernière que je voulais vous montrer, donc, c'est que, évidemment, peu importe le moyen de communication que l'employeur va utiliser, les gens s'attendent à ce que, dans le fond, l'employeur prenne les moyens requis pour s'assurer que tout le monde est informé au fur et à mesure que la situation évolue. Alors voilà pour l'étude sur le coronavirus. Évidemment, elle sera disponible, je la rendrai disponible pour tout le monde si vous voulez vous attarder plus en détail sur les différentes planches qui font partie de l'étude. J'enchaîne avec les investisseurs. Excusez-moi, mais ouais, peut-être je vais terminer avec celle-là sur l'étude. Donc, ça nous amène dans le fond, à vous dire que, ben, en fait, les conclusions de cette étude-là se résument à 4 actions tangibles que vous pouvez mettre en action, en opération. La première, c'est assurez-vous de donc aligner vos actions et vos décisions sur celles du gouvernement. Puis là, ben, je dirais que mon point est plus spécifique à ce qui se passe au Québec, étant donné l'efficacité de la communication du gouvernement présentement là-dessus. Donc, assurez-vous que vous êtes cohérent par rapport à ça. Deuxième point, prenez action pour sécuriser les lieux de travail et pour protéger les employés, les clients et votre communauté. Troisièmement, communiquez quotidiennement des informations crédibles venant de sources fiables. Et finalement, assurez-vous que les personnes qui communiquent dans votre organisation sont fiables, sont respectées par les employés, du point de vue des employés, donc suscite la confiance. Et à cet égard, je vous donnerai l'exemple de ce qui se passe chez nous, chez Edelman. Depuis le début de la crise, Richard Edelman tient à chaque semaine, à chaque lundi, une conférence vidéo qui dure à peu près 30 minutes, donc qui regroupe les 6 000 employés et qui regroupe aussi nos clients, parce qu'on ouvre ces conférences-là à nos clients. Et donc, on résume un peu l'état de situation dans le monde et M. Edelman est accompagné d'un médecin qui est, dans le fond, qui représente l'Organisation mondiale de la santé, qui est Dr Nabarro. Et donc, les deux nous font un peu état de l'évolution de la situation
Et Dr Nabarro, évidemment, arrive avec tout le côté meilleure pratique et des éléments scientifiques qui permettent, dans le fond, de dire qu'est-ce qui va se passer maintenant, comment la crise évolue et qu'est-ce qu'il faut s'attendre dans les différents marchés en termes de mesures qui seront prises pour faire face à la crise. Et donc, tout le monde a l'information en même temps avec des sources très crédibles. Alors, ce serait vraiment une invitation à faire la même chose de votre côté. Passons maintenant donc aux investisseurs. Deuxième étude que je veux mettre un peu à l'avant-plan. Donc, l'étude a été publiée en décembre 2019 et elle aussi mondiale. Et donc, les résultats que je vous donne sont les résultats pour le Canada. Bon, évidemment, l'échantillonnage est pas de même envergure. Là, on parle pas de répondants, de 1000 répondants. On parle de 101 répondants. Évidemment, dans une communauté, les investisseurs institutionnels quand même. Donc, un segment quand même très réduit. Et voilà. Donc, en bref, pour la métaux, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, première observation, c'est que la très grande majorité des répondants est d'accord, donc je vous rappelle que c'est au Canada, est d'accord avec l'idée que les entreprises doivent non seulement maximiser le retour sur l'investissement des actionnaires, mais doit aussi prendre en compte, bien gérer les attentes, les besoins, les exigences aussi de leurs clients, de leurs employés, de leurs fournisseurs, de la communauté. Donc, si vous avez déjà entendu le concept de CSR, Corporate Social Responsibility, qui maintenant est plus, on parle maintenant de ESG, donc environnement, société, gouvernance. Donc, c'est des exigences qui sont plus larges que simplement livrer un résultat financier. Et dans le fond, les investisseurs de plus en plus prennent en compte ces critères-là dans leurs décisions pour s'assurer, dans le fond, d'un investissement qui va être à la fois intéressant d'un point de vue financier, mais qui va être aussi responsable. On voit ici que 91, donc 91% versus 22% qui sont d'accord, fortement d'accord avec cette approche-là. Ça, c'est des résultats au Canada. Puis aux États-Unis, c'est légèrement supérieur encore. Deuxième considération, je ne sais pas, je suis désolé là, si je me promène dans mes feuilles, mais c'est parce que je voulais être sûr de rien n'échapper. Puis on est pris dans toutes sortes d'exigences actuellement qui fait que notre attention est constamment sollicitée vers autre chose de par nos clients. Alors voilà, donc c'était la première chose. Plus spécifiquement, donc, ils sont attentifs, voilà, aux aspects de santé et sécurité des employés. Ils sont attentifs à l'impact dans la communauté, l'impact que l'organisation a dans la communauté et ils sont préoccupés par les questions de protection de données et de cybersécurité. Donc, quand on parle de préoccupations environnementales, sociétales, de gouvernance des investisseurs institutionnels, ils se posent beaucoup de questions puis ils sont susceptibles d'approcher les conseils d'administration ou les exécutifs avec ce type de questionnement-là pour s'assurer que, au fond, les politiques, les pratiques de l'organisation sont alignées sur ces préoccupations-là, puis qu'on a des plans crédibles, efficaces pour répondre à ces exigences-là. Autre aspect, oui, c'est ça, si vous regardez, c'est la suivante. Donc, ils sont... on dit ici, par exemple, d'être plus transparent pour maintenir la confiance. Et le premier critère qui est évoqué, donc, c'est ajouter des informations financières et opérationnelles lorsqu'on est en situation où nos résultats sont décevants. Donc, l'idée, dans un contexte où ça va mal,
c'est pas de se cacher, c'est au contraire, on a des attentes plus élevées d'explications puis de plans de match pour s'assurer, dans le fond, qu'on comprend bien où est-ce que l'organisation s'en va et donc, si le travail est bien fait, ben, on peut maintenir la confiance. Quelques points en terminant sur quelques tactiques que vous pourriez avoir en tête dans le contexte actuel. Puis là, je parle plus spécifiquement des communications avec les investisseurs. Donc, il faut aborder de front la question du risque qu'on vit présentement. Essayer de communiquer dans un contexte de ciel rose et de licorne, c'est sûr qu'il n'y a personne qui va vous trouver crédible. Donc, le coronavirus ou la COVID-19 fait partie de la réalité de toutes les organisations et ce sera dans toutes les têtes de tous les investisseurs qui vont vous poser des questions. Alors, bref, il faut que vous ayez en tête votre discours très clair sur comment vous suivez l'évolution de la crise, comment vous mettez en place vos plans de mitigation, comment vous vous préparez à la suite de la situation et comment, éventuellement, quand on se rapprochera de la fin de la crise, comment vous vous préparez pour la sortie de crise comme telle. Deuxième point, si effectivement la crise de la COVID-19 a un impact financier, matériel, comme on dit en langage financier, puis là, je vous le dis tout de suite, je ne rentrerai pas là-dedans sur qu'est-ce qui est matériel et qu'est-ce qui n'est pas matériel parce que, un, je ne suis pas un expert là-dedans. Deux, d'une législation à l'autre, ça peut varier, les interprétations. Mais si vous considérez que la crise a un effet matériel, vous pourriez considérer comme une bonne façon, éventuellement, quand vous arriverez à vos résultats financiers, si vous êtes dans un mode où vous devez faire des communications publiques là-dessus, bien, de faire un communiqué de presse spécifique, puis traiter de la question d'un seul coup et de la façon la plus claire, la plus simple, la plus directe possible. Troisième point, je vous disais tout à l'heure que les investisseurs se préoccupent de qu'est-ce qui se passe du côté de comment on gère les employés, comment on gère l'organisation d'un point de vue sociétal et ainsi de suite. Donc, une bonne façon de faire voir aux investisseurs qui vous suivent sur les médias sociaux qu'il se passe des choses dans l'organisation qui vont dans le sens d'un respect de vos employés, de leur santé, de leur sécurité, etc., puis de la mobilisation surtout de vos employés qui est maintenue, même en situation difficile. Bien, tout ce qui peut être, tout ce qui se passe à l'interne, qui peut être partagé à l'externe pour démontrer qu'il se passe des choses intéressantes pour maintenir la mobilisation des employés peut être une bonne chose. Et finalement, si vous avez à faire des présentations auprès des investisseurs dans les prochaines semaines, bien, attendez pas que les investisseurs, dans la période de questions, vous posent des questions sur comment vous faites face à la situation. Parlez-en dès le départ ou intégrez-le dans vos remarques de départ ou dans votre présentation de départ. Attendez pas que les questions vous soient posées parce que vous contrôlez le message tant que vous êtes en mode présentation. À partir du moment où vous entrez dans le mode Q&A, bien là, vous n'avez pas nécessairement disons, les premières questions que vous allez avoir là-dessus ne seront pas nécessairement celles auxquelles vous voulez répondre tout de suite. Dernière slide. Quand on présente des résultats financiers, on présente un peu aussi comment on voit les choses évoluer, des prévisions, et ainsi de suite. Donc, tenez compte tout de suite, intégrez tout de suite dans votre pitch, si je peux dire, les implications que vous voyez de la crise présentement sur vos affaires. Et assurez-vous, dans le fond, de démontrer que vous
prenez toutes les mesures nécessaires pour suivre la crise, la voir évoluer et adapter vos opérations et vos finances à la situation. Point suivant, quand on dit focus on the S in ESG, bref, tout ce que vous pouvez faire pour démontrer, dans le fond, que votre organisation contribue à relever la crise actuelle ou à faire face à la crise, mais d'un point de vue sociétal. Donc, comment votre organisation aide la société à s'adapter à la situation. Puis là, il y a plein d'initiatives qu'on voit émerger à gauche, à droite présentement de ce genre-là. Par exemple, des entreprises qui transforment leur ligne de production pour produire des masques ou pour produire des équipements qui aident aux établissements de santé, et ainsi de suite. Alors, tout ce qui peut être fait de ce côté-là va être bien reçu, évidemment, par les investisseurs, mais évidemment par l'ensemble de vos parties prenantes aussi, bien évidemment. Et dernier point, donc, ce sera important aussi, bon, peut-être qu'actuellement, c'est un petit peu prématuré pour regarder ça, mais quand on va s'approcher de la fin de la crise, bien évidemment, vous aurez à faire la démonstration là, que tout est en place dans votre organisation pour partir ou repartir du bon pied, démontrer que la confiance est là, vous avez un bon plan de match et vous avez tout ce qu'il faut, vous avez gardé tous les ingrédients requis pour vous relancer. Alors, en bref, c'était un peu ce que je voulais vous raconter pour partir la discussion. Et évidemment, ce que je compte bien, c'est de pouvoir lancer la discussion. Alors là-dessus, Francis, je te laisse reprendre le contrôle. J'ai moi-même plein de questions et j'en vois aussi dans le feed. Je vais peut-être commencer en donnant tout de suite la parole à Noémie qui avait plusieurs questions. Donc, je ne sais pas si on peut activer son micro. Peut-être, moi, une des questions là, que j'avais aussi, Noémie, comme toi, c'est justement cette question de l'opportunisme là, quand on dit de communiquer. Communiquer sur le S, là, et c'est une de tes questions que tu avais. Tu peux peut-être la poser directement à Serge. Absolument. En fait, moi, j'avais 3 questions pour vous, Serge. La première, c'était vraiment, comme vous disiez, qu'on doit communiquer de manière quotidienne. Comment est-ce qu'on fait ça sans devenir redondant? Parce que j'ai l'impression que j'ai peur qu'en communiquant trop, ça risque plus d'inquiéter les gens qu'autre chose. Ouais. Ben, en fait, ça dépend, là, évidemment. L'idée, des fois, quand on dit communiquer, c'est pas nécessairement toujours d'arriver avec des contenus très élaborés, très sophistiqués. Hein. Chez nous, par exemple, bon, tu sais, prenons un cas très simple, là, avec des équipes réduites. Nous, ici à Montréal, à Edelman Montréal, on se fait des réunions quotidiennes, c'est-à-dire à tous les matins, on se regroupe en petits groupes. Moi, mon équipe, on est 7 personnes. Donc, les 7, on se regroupe tous les matins. Puis, on fait le tour de où est-ce qu'on est, premièrement, dans notre situation personnelle. Puis, s'il y a des choses d'un point de vue professionnel qui se passent, on les mentionne. Et en ce qui concerne l'évolution de la crise, on se fait un point sur... OK, c'est quoi les éléments clés à comprendre aujourd'hui? Bon, c'est sûr que si on est sur une ligne de production, c'est complètement une autre mise en place. J'étais avec un client hier qui utilise des téléviseurs en face de pas en face, mais dans son lieu de travail. C'est une ligne de production. Alors, à chaque jour, dans le fond, il y a des messages qui sont mis sur ces téléviseurs-là. Et donc, on s'assure de rafraîchir ces messages-là sur une base régulière. Puis là, évidemment, à chaque fois qu'il y a un nouveau message, là, ça se répand rapidement sur la ligne de production. Donc, c'est dans chacun des contextes, dans le fond, à faire sa propre réflexion. Puis,
bon, évidemment, on dit quotidiennement, c'est l'attente qui est exprimée dans cette étude-là, mais vous devez regarder ça aussi sur la base de chacune de vos organisations, puis c'est en sentant, dans le fond, le pouls de vos troupes que vous pouvez ajuster, dans le fond, le rythme. D'accord, merci. Et donc, juste pour compléter sur cette question-là, excusez-moi Noémie, mais je pense qu'il y a aussi peut-être une nuance à apporter entre la PME et la grande entreprise. Là, Absolument. Je reconnais qu'Edelman, vous ayez accès aux médecins de l'OMS. C'est pas le cas chez nous et je pense à lire là, les personnes présentes à l'appel aujourd'hui. Est-ce que vous avez des recommandations spécifiques pour les PME, les organisations, disons, de moins de 50 salariés? Serge, est-ce qu'il y a des, en termes de communication, qu'est-ce que vous préconisez chez Edelman? Bon, évidemment, c'est une question de ressources aussi, puis de moyens. Si vous avez accès à des ressources scientifiques crédibles, je ne sais pas, moi, ça peut être à travers des médecins en résidence, par exemple. L'Association des médecins en résidence regroupe une grande quantité d'infectiologues. Ces gens-là sont certainement en mesure de pouvoir répondre à des questions. Alors, ça peut prendre la forme tout simplement d'un webinaire comme celui qu'on est en train de faire aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être créatif autour de comment on peut aller chercher des sources d'informations qui sont crédibles et qui nous permettront, dans le fond, d'avoir une discussion peut-être plus ciblée ou plus centrée sur notre réalité à nous comme groupe dans une entreprise X. Très bien. Noémie, je vous repasse le micro. Merci. Ma deuxième question, c'était, en tant qu'entreprise en divertissement, comment est-ce que vous recommandez d'adapter notre stratégie de communication corporative dans les semaines et les mois à venir pour continuer à obtenir de la visibilité dans les médias, étant donné les circonstances, et sans que ce soit malvenu? Oui. Très bonne question. En fait, c'est une question que nous posent beaucoup de nos clients. J'imagine. En fait, je vous dirais là, que présentement, il faut être bien conscient que dans les salles de nouvelles, tout le monde est mobilisé sur le coronavirus. Donc, tout ce qui n'est pas lié directement ou indirectement à cette thématique-là est pratiquement automatiquement mis de côté. Même dans les sports, même dans des segments comme art et culture et ainsi de suite. Donc, ça laisse pas beaucoup d'espace pour autre chose que ça et ça va probablement continuer tant qu'on n'aura pas franchi la pointe dans le fond de la courbe. Et donc, moi, ce que je vous dirais, c'est qu'à moins que vous ayez quelque chose à raconter sur comment on pourrait utiliser, par exemple, la réalité virtuelle ou l'intelligence artificielle, ou peu importe vos concentrations, vos thématiques, dans le contexte de soit aider les gens à se divertir, parce que plus on va avancer dans cette crise-là, plus ça va être difficile de se divertir parce qu'on va être tanné un peu de Netflix puis des autres éléments actuellement qui font le travail. On vous réinvitera, Serge, à nous faire des webinaires. Oui. Et donc, dans ce sens-là, mais sérieusement, il y a plein d'initiatives qui sont prises de toute nature qui, j'ai donné quelques exemples tout à l'heure. Il y a un autre qui me vient à l'esprit aussi, c'est Decathlon qui a fait travailler une entreprise, une petite entreprise en impression 3D pour travailler un masque pas de plongée, là, parce que je ne suis pas très, très expert là-dedans. C'est pas de la plongée, mais c'est, comment on appelle ça, quand on fait du snorkeling. Donc, un masque qui est full face, mais qui est prévu pour le snorkeling, mais qui a été transformé pour pouvoir se connecter à un respirateur. Donc, cette initiative-là, qui devient, dans le fond, une occasion de faire des relations médias, va être vraiment, va susciter beaucoup d'intérêt de la part des médias. Alors, si vous n'êtes pas capable d'aller sur ce terrain-là, présentement, c'est très dangereux, je vous dirais. Alors, pensez plus à communiquer de façon ciblée à travers d'autres outils, que ce soit les infolettres ou des trucs comme ça. Merci. Noémie, vous aviez une troisième question, je pense. Oui, après, promis, je vous embête plus après ça. Et les autres, n'hésitez pas à poser vos questions là, dans le chat. On est là pour ça.
Tantôt, vous parliez de sortie de crise. Comment est-ce que vous recommandez qu'une entreprise gère justement sa sortie de crise à l'interne et à l'externe? En fait, là, la première chose que j'ai le goût de vous dire, au-delà du fait qu'on invente au fur et à mesure aussi, hein, c'est du jamais vu, c'est l'ampleur d'une crise pareille. Mais donc, ce que je vous dirais, c'est que ce qui est important pour préparer la sortie de crise, c'est ce que vous êtes en train de faire pendant la crise. Donc, c'est sûr que si vous avez fait des mises à pied et que ça n'a pas été bien fait, bon, après ça, quand va venir le temps de récupérer les employés que vous avez mis à pied, si votre concurrent l'a mieux fait que vous, là, vous êtes probablement un petit peu mal pris par rapport à ce que vous auriez espéré récupérer. Donc, ce que vous faites avec vos employés, ce que vous faites avec vos clients, ce que vous faites avec les investisseurs pendant la crise va très certainement conditionner la capacité avec laquelle vous êtes capable de rebondir quand on arrive en sortie de crise. Maintenant, une fois qu'on va être rendu là, à la sortie de crise, c'est bien évident que quand vous allez récupérer, quand les employés vont revenir dans l'organisation, il va y avoir nécessité d'établir un lien, un contact très proche, très suivi avec l'ensemble des employés pour s'assurer que d'un point de vue émotif, d'un point de vue rationnel, etc., les gens ont tout ce qu'il faut entre les mains pour repartir du bon pied. Alors, il y a une question là-dedans, encore une fois, d'action et de communication à mettre en place dans l'organisation. Alors, très certainement, si vous avez constitué une petite équipe de crise pendant la crise, il ne faut certainement pas la démembrer quand on arrive en sortie de crise. Au contraire, il faut transformer le rôle de cette cellule de crise pour lui conférer le mandat là, de mettre en place tout ce qu'il faut en termes d'action et de communication pour que les employés qui repartent, repartent en pleine confiance et donc se remettre au boulot avec toute la productivité qui est requise pour maximiser, dans le fond, notre performance. Merci beaucoup. Je rebondis un peu là-dessus. Serge, vous avez parlé donc des employés et je crois qu'on en dénombrait 900 000 là, qui ont demandé de l'assurance-emploi dans le dernier mois. Dans votre présentation, vous parlez beaucoup des attentes envers les employeurs, notamment Inform Employees, Protect Employees. Est-ce que vous avez une réflexion spécifique sur ceux qui ne sont plus des employés, en fait? Donc, est-ce qu'il y a, en termes de communication, puis je veux dire, on l'a vécu chez nous, là, on a mis des gens à pied la semaine dernière. Est-ce qu'on façonne deux communications? Et si oui, comment est-ce que vous recommandez que subtilement, on communique à ceux qui sont dans l'entreprise et ceux qui, temporairement, en tout cas, ne le sont plus, là, ne sachant pas non plus à quel moment ils vont revenir? Effectivement, il faut peut-être y réfléchir dans ce sens-là, de segmenter la communication si on croit que les messages à passer sont différents. C'est sûr que les gens qui sont encore sur les lieux de travail, il y a de l'information à mettre en place sur justement si les mesures pour assurer la santé et la sécurité évoluent, s'assurer que les gens sont bien informés de ça, ça va être clé. Est-ce que c'est aussi important pour les gens qui ne sont pas sur les lieux de travail de communiquer ces informations-là? Pas nécessairement. Les besoins d'information sont autres. Donc, effectivement, c'est probablement une bonne approche. Ce qui est clé, à mon sens, évidemment, ce serait de garder contact avec ces gens-là par courriel, minimalement, mais en sachant très bien qu'ils sont probablement connectés aussi sur vos réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, LinkedIn ou Instagram, ou peu importe ceux que vous utilisez. Mais donc, vous pouvez très bien aussi penser à ces canaux-là pour les tenir informés. Il y a même des entreprises qui ont des groupes Facebook, par exemple, pour maintenir un lien.
Mais c'est vrai que ça va être important de maintenir un lien le plus serré possible avec les gens qui ne font plus partie de l'organisation pendant la crise, évidemment dans la perspective de pouvoir les récupérer rapidement tout de suite après. Je pense que, puis j'ai vu dans les participants, puis Noémie également, dans le domaine du divertissement, de l'événementiel et tout ça, je pense que dans certains cas, c'est comme, ou le Cirque du Soleil, là, dont on a parlé la semaine dernière, c'est 95% des gens qui sont temporairement mis à pied. Mais donc, je vous ramènerai peut-être sur la deuxième partie de la présentation. Vous avez parlé de confiance et d'investisseurs. Pour ma part, là, puis je pense que c'est le cas de plusieurs, on n'a pas d'investisseurs, mais on a des banquiers. Ouais. Est-ce que vous avez, encore une fois, des recommandations? Est-ce qu'on parle de la même façon à l'investisseur, c'est-à-dire qu'il y a carrément des billes dans l'aventure versus un banquier qui est plus dans une relation d'allonger une ligne de crédit, de reporter des paiements de prêts ou d'hypothèques, etc.? Ouais. Bien, évidemment, là, je pense que déjà, avec toutes les mesures qui ont été annoncées par les deux niveaux de gouvernement, bon, c'est sûr que le banquier, puis là encore hier, j'écoutais dans un webinaire du Conseil du patronat, on avait la ministre du Tourisme, Madame, voyons, son nom m'échappe, peu importe, qui Fédéral ou provincial? Au fédéral, oui, au fédéral. Mélanie Joly. Mélanie Joly, merci. C'est bon, c'est nono, là, mais... donc, Mélanie Joly qui racontait que, justement, il voulait s'assurer que il mettait tout en place à travers notamment ce que BDC et EDC font dans leur relation avec les différentes banques, que ça puisse se rendre jusqu'aux gérants de banque du coin, que dans le fond, il y a une souplesse dans le système, puis que tout est mis en place, dans le fond, pour être patient, puis pour être, on va dire, généralement généreux dans notre façon de considérer la situation présente. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, si vous étiez en mauvaise situation financière avant que tout ça démarre, bon, c'est sûr qu'il ne faut pas s'attendre non plus à des miracles de la part de ces institutions-là. Donc, assurez-vous de bien saisir l'essentiel de votre situation telle qu'elle apparaît avant la crise et qu'est-ce que vous avez fait pendant la crise et qu'est-ce que vous prévoyez faire pour la sortie de crise. Et assurez-vous que tout ça se tient, tout ça est cohérent pour que, dans le fond, votre dossier soit considéré de la façon la plus positive possible. Bon, évidemment, tout le monde sait qu'actuellement, ce n'est pas tout le monde qui va s'en sortir pour des raisons évidentes. Si ceux qui avaient des situations financières difficiles avant la crise, ben, il ne faut pas s'attendre non plus à des miracles. J'ai une autre question qui avait été posée, là. On avait ouvert une espèce de système de questions en amont. Quelqu'un se demandait par rapport au conseil d'administration ou au comité de surveillance pour ceux et celles qui ont des entités là, de gouvernance. Comment est-ce qu'on fait comme DG ou comme président, ou comment est-ce qu'on doit structurer la communication vers le haut? Est-ce qu'on doit être plus proactif? Est-ce qu'on doit attendre des demandes de reddition de comptes, etc.? Bien, c'est-à-dire que s'il y a des impacts significatifs de la crise sur nos opérations puis sur nos finances, je pense qu'il faut être transparent. Il ne faut pas qu'il y ait de mauvaises surprises. Puis, je vais vous amener sur un exemple qui est un petit peu à la marge de cette question-là, mais qui, à mon sens, est très d'actualité. Bon, la question se pose, qu'est-ce qui se passe si votre président ou quelqu'un dans le CFO, peu importe, contracte le virus? Puis, mettons les choses au pire, mettons qu'il n'est pas dans la majorité, dans le segment qui est probablement la majorité des membres de votre communauté, qui n'est pas du 18-24 ou du 25-34, mais qui est plus, mettons, du 55+, ben là, c'est sûr que ça pourrait être inquiétant comme information. Puis là, ben, est-ce que la question se pose, est-ce qu'on communique ça à nos parties prenantes? Est-ce qu'on est proactif ou on attend que la personne soit guérie, puis après ça, on l'annonce ou on ne l'annonce pas pantoute?
Et ça, ben là-dessus, encore une fois, c'est pas la meilleure pratique, c'est vraiment d'être proactif, c'est-à-dire, OK, puis là, il y a plusieurs cas qui existent maintenant, là, puis plus la pandémie va avancer, pardon, plus il va en avoir, mais des CEO à travers le monde qui contractent le virus, il y en a plein parce que, bon, qu'est-ce que vous voulez, tout ce monde-là, il voyage beaucoup, donc, et comme le virus se répand beaucoup de ce côté-là, ben c'est sûr que ça arrive. Donc, le CEO de la plus grande firme de télécom au UK, par exemple, ben, a pris les devants dès qu'il il y a eu un diagnostic positif. Ben, tout de suite, il a pris les devants pour informer toutes ses parties prenantes financières, puis même, ça a fait l'objet d'un communiqué de presse. Et ben, comme ça, après ça, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de mauvaise surprise. Puis, bon, il y a eu des histoires dans le passé de présidents qui ont eu des crises cardiaques ou des choses comme ça, qui ont montré que quand tu essaies de cacher quelque chose ou quand tu ne veux pas être proactif là-dedans, c'est clair que ton titre va être pénalisé quand ça va sortir. Alors, faut être transparent, faut être s'il y a quelque chose qui est inquiétant et qui peut avoir des conséquences significatives, je pense qu'il faut prendre le taureau par les cornes, comme on dit. Merci. Je ne vois pas d'autres questions. J'en aurais peut-être une petite dernière là, pour la route. Pas qu'on s'en aille très loin aujourd'hui, mais non, c'est vrai. Dans une de vos slides, là, vous avez comme un ordre des priorités. Il y a Get Tested, puis le dernier, c'était. Puis, bon, je comprends que le sondage a été fait il y a quelques semaines, mais je peux juste témoigner. Il me semble en fait, moi, l'ordre que j'observe, c'est plutôt l'inverse. Les gens sont très soucieux et souhaitent vraiment être informés sur l'état de l'économie. Puis à la fin, où elle est testée, puis vous le dites, c'est peut-être parce qu'au Québec, on a ces points de presse quotidiens là, et l'État est très, très proactif. Mais dans une situation de grande incertitude où même les économistes ne savent pas nous dire ce que l'économie sera, comment est-ce qu'un entrepreneur, un chef d'entreprise peut et doit parler d'économie, puis encore une fois de macro là, avec ses employés? Est-ce que vous avez des pistes? Ben là aussi, je vais vous inviter à aller vers des sources qui sont en train de se bâtir, des sources crédibles, pour parler justement avec vos employés de macroéconomie, comme tu dis, Francis. Notamment, bon, il y a un effort qui est en train de se bâtir. Pour l'instant, c'est pas encore en ligne, mais dans les prochains jours, il y aura quelque chose qui va regrouper un certain nombre de ressources du côté des milieux d'affaires. Là, je suis en train de me dire que, ouais, c'est vrai, c'est pas public cette affaire-là, je ne devrais pas vous en parler tout de suite. Mais plus on va avancer dans la crise, plus il va y avoir des ressources importantes là-dessus. Je regarde, par exemple, du côté du Conseil du patronat qui fait des webcasts 2 fois par semaine. La Fédération des chambres de commerce du Québec qui fait des mises à jour en continu sur différents aspects en ce qui concerne la crise. La Fédération des entreprises indépendantes canadiennes qui a beaucoup de ressources aussi de mise en ligne là-dessus. Donc, ce que je vous invite évidemment, c'est qu'effectivement, plus on va avancer, plus l'inquiétude économique va être grande de la part de la population. Et il faudra, nous, comme dirigeants, comme gestionnaires, entreprendre un dialogue ou poursuivre un dialogue en continu avec les employés pour pas qu'ils se découragent, pour pas qu'ils se démobilisent ou démotivent, et incluant les employés qui ne sont plus dans l'organisation, mais qu'on veut récupérer à la sortie de crise. Et donc, tout ce qu'on pourra partager comme contenu pour expliquer, dans le fond, les stratégies qui vont se mettre en œuvre pour relancer l'économie vont aider, dans le fond, à gérer cette angoisse-là.
Puis ça, là-dessus, bon, il y a des stratégies qui sont en train de se monter de façon concertée, qui, moi, en tout cas, me donnent confiance que ça va être bien reçu, puis que ça va... La clé là-dedans, ça va être de s'assurer qu'en sortie de crise, la confiance du consommateur ou des consommateurs, des entreprises qui investissent auprès de différents fournisseurs, puisse être assez élevée, dans le fond, pour que les commandes repartent, pour que les dépenses reprennent. Mais ça, évidemment, ça va dépendre jusqu'à quel point les gouvernements en particulier, puis en concertation avec les grandes organisations d'affaires auront, puis les cercles d'investissement auront créé les conditions pour que les gens se sentent rassurés de dire « OK, c'est correct, je peux recommencer à dépenser, je peux recommencer à penser que j'ai besoin d'une télé 72 pouces puis de changer mon lave-vaisselle. » Merci beaucoup, Serge, sur ces belles paroles de la vaisselle. Je vais repasser brièvement la parole à Nour pour clore le call, mais en tout cas, en ce qui me concerne, c'était un plaisir d'échanger avec vous, puis plaisir partagé. de se recroiser, puis de sortir de ça tous ensemble. Voilà. Je vous souhaite bonne sortie de crise, puisqu'on y arrivera un jour. Hein. Ouais. Merci Francis pour la facilitation et Serge pour les informations que tu as partagées. Je ne sais pas pour les autres, mais si je retiens un message clé de tout ce qui a été mentionné aujourd'hui, c'est communicate, communicate, communicate et il faut partager autant qu'on le sait. Donc, merci beaucoup encore pour ceux qui ont participé puis ceux qui ont posé des questions. Ce webinaire a été recordé, donc il va être partagé dans les jours qui suivent. Ceux qui n'ont pas pu participer, ils pourront le réécouter. Et Serge va partager aussi les slides qu'il a présentés aujourd'hui avec tout le monde. Donc, encore une fois, merci. Passez une bonne fin de journée. Puis, bon courage à tout le monde. Merci. Merci.